Bon, eh bien, je crois qu'il est grand temps de répondre à la question qu'on avait posée dans les vidéos précédentes. En qui placer sa confiance, du coup ? Ceci est l'épisode 3 d'une série que je vous conseille de regarder dans l'ordre. Donc dans l'épisode 1, on a vu le contexte, c'est-à-dire une méfiance vis-à-vis du monde scientifique. On a vu que si certains se trompaient de bonne foi, ça arrive à tout le monde, d'autres sont de véritables faussaires qui n'hésitent pas à faire des milliers de morts pour leur intérêt perso. On a vu que malgré tout, on était obligé de se faire confiance les uns les autres, étant donné que le champ de la connaissance humaine est beaucoup trop vaste pour être appréhendé par une seule personne. On s'était alors posé la question, en qui avoir confiance du coup ? Dans l'épisode 2, on a vu que l'on ne pouvait pas faire confiance dans la presse grand public, car pour des raisons qui lui sont propres, il raconte beaucoup de contre-vérités. On a vu notamment l'exemple de l'article de Top Santé sur les paix, qui est assez rigolo. Allez hop, épisode 3. On n'a peut-être pas bien insisté dessus, mais il existe deux manières de se faire un avis. Faire le travail de recherche soi-même, ou alors écouter ce que les gens qui semblent connaître le sujet disent. Si tu décides de faire toi-même tes propres recherches, alors dans ce cas-là, on l'a déjà dit, cela va te coûter beaucoup d'efforts en temps et en matière grise. Ça va te demander une certaine rigueur méthodologique et une connaissance des biais cognitifs. On reparlera de ça plus tard. Souvent, on ne peut pas se permettre d'y consacrer autant d'efforts. Imaginez que vous êtes pressé par le temps, que vous devez prendre une décision super vite. Par exemple, vous êtes malade, il faut vous soigner. Pas le temps de devenir un expert là. Dans ces conditions, et même si les enjeux sont super importants, difficile de prendre une décision éclairée par soi-même. Et puis parfois on a juste la flemme, on préfère faire autre chose à la place. C'est vrai qu'on a autre chose à faire de plus intéressant dans la vie que de passer des centaines d'heures à savoir si oui ou non le téléphone portable provoque le cancer du cerveau. Sur notre temps libre, on préférera se faire un bon vieux Zelda ou encore aller saluer les tortues dans leur habitat naturel. C'est plus sympa. Pourtant, on aimerait bien avoir un avis pas trop pourri. Vous pouvez choisir d'esquiver le travail de recherche et d'écouter ce que vous disent vos proches. Écouter leurs anecdotes, ça peut suffire. Mais dans beaucoup de cas, on a besoin de se référer à l'avis de gens pointus. Les experts. En d'autres termes, pour te faire un avis, soit tu écoutes un expert, soit tu deviens un expert. Alors ça y est, on a plus ou moins répondu à la question. En qui placer sa confiance ? Eh bien, dans un expert. Ok, mais c'est quoi un expert au juste ? Un médecin généraliste est-il un expert des questions qu'on lui pose ? Un auteur de livres peut-être ? Un chercheur ? Un mec qui a potassé 40 ans un sujet ? Une définition qui correspond au sens commun serait « Un expert, c'est toute personne qui se dit ou semble être assez pointue sur un sujet donné ». Cette définition pose problème, vous le sentez bien. C'est hyper large et ça inclut beaucoup de mauvais experts dans la liste. Mais c'est ce qu'il y a de plus fidèle à la définition que les gens s'en font. Au final, c'est pas complètement idiot, un expert c'est un mec qui est censé s'y connaître. Point. Faire confiance à un expert, c'est la méthode naturelle et rapide de se faire un avis. La plus efficace car on tire profit de l'expérience, de l'expertise d'autrui. On évite de réinventer la roue en permanence. C'est la méthode la moins coûteuse en énergie et c'est la raison pour laquelle c'est probablement la méthode la plus utilisée par les gens, consciemment ou non, pour se faire un avis. Alors, comment bien choisir un expert ? Quels sont les bons critères de sélection rationnels à notre avis ? 1. Ses compétences. On ne peut pas trop mettre notre confiance dans une personne qui n'est pas compétente. C'est le minimum du minimum. Donc, pour évaluer ça, c'est pas forcément évident, mais bien sûr, on va préférer les critères les plus objectifs possibles, comme par exemple ses diplômes, ses spécialisations, ses prix, ses médailles, ça prouve qu'il est reconnu par ses pairs, sa réputation dans le domaine, son niveau de responsabilité, sa réputation sur internet éventuellement. A-t-il écrit des livres de vulgarisation par exemple ? A-t-il des publications scientifiques sur le sujet ? Pendant combien de temps a-t-il pratiqué le domaine en question ? Quel est son portfolio en quelque sorte ? S'il s'agit d'un domaine dont le savoir-faire évolue rapidement, notre expert se met-il à jour ? Lit-il la littérature concernant la pointe des avancées dans son domaine ? Ou semble-t-il se reposer sur ses lauriers ? Bref, son CV en quelque sorte. Il y a un petit truc pervers concernant les compétences de notre expert qu'il faut savoir. Parfois, un expert a un super CV. Le problème, c'est que son CV concerne un autre domaine que celui pour lequel on le sollicite. C'est un classique, retenez-le bien.
Un expert doit s'exprimer dans son domaine de compétence pour qu'on puisse le considérer expert. Exemple, un médecin qui parle d'astrophysique n'a pas un avis d'expert sur l'astrophysique et ne doit pas être pris plus au sérieux que l'avis de n'importe qui d'autre. Ou bien E égale mc carré est faux, ou c'est recevable, et dans ce cas-là, il peut y avoir une ultralumière au même titre, même si on ne la voit pas. Au même titre que vous entendez des sons. Vous n'entendez pas des ultrasons. Mais votre chien, lui, entend des sons ultra, plus rapides que ce que vous entendez. Comme la baleine, elle entendra les ultrasons et vous pas. Eh bien, c'est très simple. Il y a une ultralumière comme il y a des ultrasons. C'est tout. 2. Ses motivations. Et oui, car il ne suffit pas d'avoir les compétences, il faut aussi avoir des motivations nobles. Est-ce que le type est bienveillant, bien intentionné ? On l'a vu avec l'exemple de l'épisode 1, avec l'affaire Vioxx, les gars de chez Merck nous l'ont prouvé, c'est pas toujours le cas. Donc là, malheureusement, c'est un peu à l'instinct, je dirais, au feeling, pas le choix. Faut juger de sa sincérité, de son honnêteté et de sa bienveillance. Donc, on propose un avis rationnel à l'instinct, ça pose problème là aussi. Mais enfin bon, il y a quand même des données objectives. Par exemple, est-ce que la personne qui vous parle est libre de tout conflit d'intérêts ? Bon, là les gars, je vous arrête tout de suite, les conflits d'intérêts c'est un sujet complexe et ça se limite pas à qui touche directement du pognon, les magouilles et compagnie. Mais clairement, ça mérite une vidéo complète, donc patience, on va la faire cette vidéo. Numéro 3, la nuance. En pratique, plus on s'intéresse à un sujet et plus on a tendance à être nuancé. Du coup, si notre expert semble être sûr de lui de manière vindicative, fait beaucoup d'affirmations sans apporter de points de nuance, semble avoir un discours globalisant et donc réducteur, recommande des approches systématiques sans variation ou exception possible, l'expert qui présente ses hypothèses comme des savoirs établis, vous avez de grandes chances d'être tombé sur un expert plutôt mauvais. Car au final, quand on creuse, on n'atterrit jamais sur des conclusions ultra radicales. La réalité, c'est jamais tout noir ou tout blanc, c'est plutôt des nuances de gris. Il y a des plus, il y a des moins. Quand on voit une personne qui est capable de montrer les points faibles de sa théorie, qui est capable de dire qu'est-ce qui relève du savoir scientifique et qu'est-ce qui relève des hypothèses qu'il a fait à partir de ce savoir scientifique pour l'intégrer dans un système cohérent, c'est bon signe. Ça veut dire qu'on est face à quelqu'un qui sait où il en est et qui pourra facilement changer d'avis si de nouveaux éléments arrivent. Voilà, ces 3 critères, donc compétences, motivation et nuance, sont essentiels à notre avis pour vous faire un avis rationnel. Maintenant, il faut savoir que chaque critère est nécessaire mais pas suffisant. Par exemple, vous pouvez bien avoir quelqu'un d'extrêmement compétent et reconnu, s'il est corrompu, ça nous aide pas trop. A l'inverse, une personne parfaitement bien intentionnée, un proche par exemple, a beau vouloir ton bien, il ne pourra pas être d'une grande aide pour sélectionner la meilleure paire de lunettes en fonction de tes problèmes de vue par exemple. Bon, maintenant on a un peu plus d'éléments pour sélectionner notre expert. Mais ce n'est pas tout. Maintenant, il va falloir s'intéresser à nombre de biais de raisonnement, de biais cognitifs, qui peuvent particulièrement voiler notre jugement pour choisir un expert si on n'y prend pas garde. Abonnez-vous bien pour être sûr de ne pas louper la suite. En attendant, gardez la pêche. Ciao!